les pertes dans d'autres cas. Le travail a pour objectif principal de déterminer les bâtiments situés dans une emprise de 10 mètres dans la commune de Banganté, en faisant une expérimentation cartographique à l'échelle communale afin d'être utile pour un éventuel plan de gestion et d'aménagement du territoire. De connaître le sens de causalité entre l'aménagement du territoire et la croissance urbaine. Cette étude est axée sur l'apport des systèmes d'information géographique pour la cartographie des emprises routières dans la commune de Banganté a un intérêt visé sur le plan socio-économique. Les résultats de notre analyse permettront aux autorités de mettre en place les politiques urbaines efficaces qui permettront qui prennent en compte les dynamiques urbaines et les moyens dont disposent les acteurs concernés. Sans plus tarder, nous passons au chapitre 1. Ici, nous avons une carte satellitaire, une image satellitaire qui nous présente en gros la ville de Banganté. Nous pouvons apercevoir ici les craies jaunâtres très foncées qui représentent les axes qui relient les différents quartiers de la commune de Banganté. Également, les craies blancs sont les routes qui existent, les servitudes entre les quartiers. Là, nous avons sorti une carte de la commune de Banganté. Comme l'indique la légende, la commune de Banganté est traversée par une route nationale qui est celle numéro 4. Nous avons les différentes routes, les routes provinciales qui relient la commune de Banganté par d'autres communes ou d'autres régions. Nous avons les routes secondaires qui relient les communes. Banganté, il est important de savoir que la commune de Banganté est située dans le département d'Indé, dans la région de l'Ouest, plus précisément au Cameroun. Nous passons au niveau du chapitre 2, qui était matériel et méthode. Pour mener à bien notre travail, il a fallu que nous descendions sur le terrain pour pouvoir acquérir des données, puisque toute carte commence par l'acquisition des données. De ce fait, nous avons utilisé ce GPS CREST-20 pour récupérer les données statiques, les angles, les distances et traquer les superficies présentes sur le terrain. Au niveau après, sur le terrain, nous avons eu besoin de reconnaître le site. Nous avons eu besoin du chef de quartier, puisque nous avons axé notre recherche plus précisément sur le quartier 1 de la commune de Banganté. Nous avons donc eu besoin du chef de quartier de cette zone qui, pour nous édifier à maîtriser les limites qui séparent ce quartier des autres. Nous avons utilisé la boussole pour nous orienter par rapport au nord et ensuite nous avons délimité ce quartier avec notre GPS. Après délimitation sur le terrain, nous avons importé les dossiers, les fichiers par Google Earth. Nous les avons superposés sur l'image satellitaire que je vous ai présentée plus haut. Donc voilà le quartier 1 qui est ainsi présenté sur l'image satellitaire de la carte de Banganté. Pour ceux qui maîtrisent la ville, ils peuvent voir avec les points qui représentent les grands édifices connus dans la zone. Par exemple, nous avons là Hôtel Cristal, Hôtel de Ville. Pour ceux qui maîtrisent la ville, ils verront aussi avec la carte à l'appui en annexe. Je veux constater que nous sommes bel et bien au quartier 1 de Banganté. Après avoir superposé ces données avec notre image satellitaire, nous avons eu besoin d'un logiciel. Ce qui nous a permis de monter le gros de notre travail. Parmi tant les logiciels, nous avons pris notre choix sur QGIS, qui est un logiciel libre qui permet de traiter les données vecteurs et raster. Nous avons choisi donc, nos types de données utilisées ici étaient les données OpenStreetMap. Dans lesquelles nous trouvons les lignes, les polylignes et les vecteurs et les points. Les lignes ici peuvent être les routes,
Les polygons peuvent être les limites des zones, des quartiers ou les limites des communes. Et les points peuvent être représentés par les localités et les bâtiments. Nous avons également traité ces données à partir de QGIS. Le traitement s'est fait par les requêtes, c'est-à-dire nous avons demandé à QGIS de nous importer tout, je dis bien tous les éléments, puisque QGIS est capable de les faire, tous les éléments dans ces zones localisées, c'est-à-dire le quartier 1 de la commune de Bangante. Après importation et requête de ces données, nous avons donc obtenu cette carte. Comme nous pouvons voir au niveau, le point qui n'est pas si lisible sur le PowerPoint, mais très lisible dans la carte en annexe, que vous verrez bien dans le mémoire. Ces points jaunage représentent les bâtiments, l'ensemble des bâtiments présents sur le territoire de la commune de Bangante. Et on peut constater ici que vraiment il y a que c'est touffu, que le boom démographique est vraiment très élevé. Et les routes sont vraiment très touffues, puisqu'ils sont en train de faire des constructions anarchiques sans le respect des normes et des qualités réglementées par le droit de l'aménagement du territoire. Ensuite, pour mener à bien notre travail, nous avons donc, comme au départ, je l'ai bien dit, il était question de déterminer les ampoules, une ampoule de 10 mètres. Pour du quartier 1, pour commencer, les ampoules, c'est ce que nous appelons les zones tampons. Il est important de savoir qu'une zone tampon est une surface permettant de définir les emprises de protection de l'environnement. Bon, comme nous voyons sur cette figure, c'est une image. C'est une image d'une zone tampon. Le cœur bleu au milieu de une route existante. Nous avons donc monté la requête demandant à QGIS de nous sortir une emprise de 10 mètres à partir de ces routes qui existent. C'est ça l'emprise des routes, comme nous voyons sur l'image. Et de l'autre côté, c'est une image, il est important de savoir que l'emprise peut aussi se déterminer sur les bâtiments. Par exemple, un bâtiment qui comporte des éléments explosifs, comme une station totale, il y a une loi qui régit de sortir une emprise selon la réglementation de sécurité. Donc, au cours de cette zone, par exemple, aux aéroports, il y a les emprises. C'est un peu dans cette façon que nous avons essayé d'expliquer ce que c'est qu'une zone tampon. Bon, à la suite, nous avons donc demandé à la QGIS de nous sortir que les routes existantes au quartier 1. Comme nous voyons là, ça c'est la carte du quartier 1 et le contour représente les éléments obtenus avec ce GPS. Nous avons sorti les routes présentes au quartier 1. Nous avons formé une requête demandant de sortir les emprises sur ces routes. Nous pouvons donc voir la ligne rouge qui représente la route qui existait déjà et l'emprise de 10 mètres que nous nous sommes fixés au départ pour la sécurité. À la fin de ces glorieux, nous avons obtenu dans cette carte, qui est la carte finale de notre projet. Comme nous pouvons apercevoir au niveau de la légende, notre carte comporte bien et bien. Notre carte comporte la route existante qui est matérialisée en rouge, la localité du quartier 1 qui est le contour, les localités qui sont présentes au quartier 1, les bâtiments compris dans l'emprise de 10 mètres. Nous constatons ici que tous les bâtiments en rouge sont ceux qui sont compris dans l'emprise de 10 mètres. Nous avons également les routes de 20 mètres. La hauteur du buffer. Le buffer, c'est donc la totalité de ces emprises-là. Le buffer, c'est ça, c'est 20 mètres. Parce qu'il faut suivre les 10 mètres de part et d'autre de l'axe de la route. Nous avons également les bâtiments jaunes, sont les bâtiments qui régissent un peu de la réglementation. Donc ceux-là qui ne sont pas dans les emprises et qui ont respecté l'aménagement du territoire. De cette carte, nous avons comptabilisé au total 11 382 bâtiments. Et de ces 11 382 bâtiments, il y a constaté qu'au moins
4288 bâtiments dans ce quartier est compris dans l'emprise de submerge. Vraiment, nous constatons également le positionnement anarchique des bâtiments et ce qui nous amène, ça c'est une carte existante du terrain, ce qui nous amène à éveiller les esprits et de la population et des autorités pour éviter l'occupation du sol. À la suite, nous avons également monté cette carte qui nous présente l'évolution, le plan d'urbanisme, comment la Baranté est en train de croître. Nous voyons là une masse de maisons concentrées au niveau de la ville et qui ne respectent pas les normes d'implantation. Donc c'est ça qui... nous pouvons donc, nous avons comme difficulté selon notre cadre de travail. Pour les difficultés, lors des descentes sur le terrain, moi j'ai rencontré. Déjà, il est à noter que les habitants n'étaient pas prêts m'accompagner dans le cadre de l'étude, puisqu'ils ont refusé à répondre à de savoir est-ce qu'ils ont un titre foncier, est-ce qu'ils maîtrisent le système d'aménagement du territoire au Cameroun, est-ce qu'ils savent qu'ils sont dans telle ou telle emprise, est-ce qu'ils ont un plan de bâti et tout, est-ce qu'ils savent que si à jamais on décide d'aménager la route à cette distance, est-ce qu'ils savent qu'ils seront vraiment des gains? Comme recommandation, nous recommandons la mise sur pied d'un service de contrôle et de sensibilisation de la population en matière d'occupation du sol et d'aménagement du territoire. La mise sur pied d'un service technique qualifié compétent pour veiller au respect des normes d'urbanisme en fonction de l'aménagement du territoire, de la réglementation en vigueur. Au terme de notre mémoire, où était question de les participants siéger sur une emprise routière de 10 mètres au quartier 1 de la commune de Baranté, à partir des systèmes d'information géographique, le constat est celui du non-respect des normes d'installation et d'implantation des populations prévues par la réglementation du football au Cameroun. Espérant que le travail sur nous suggérons à l'autorité camerounaise une prise de décision ferme dans le reste du plan d'occupation du sol. Monsieur le président du jury, bien que le humain n'est jamais parfait, je reviens à vous pour vos éventuels constats et améliorations du travail à l'avenir. Je vous remercie. Ok, merci bien, Monsieur Nya, pour la présentation. Donc, on va sans tarder remettre la parole à Monsieur Ndjike pour son analyse du document et puis de la présentation. Monsieur Ndjike, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président du jury, de me passer la parole pour d'éventuels candidats, pour d'éventuelles questions suite à la présentation du candidat. Monsieur Nia, je vais vous demander déjà d'aller à la page pour la forme. Je vous demande d'aller à la page 12 là. Page 12. Vous remarquez au niveau de remerciement. C'est la page 12. Non, pardon, la page remerciement. À remerciement, vous avez constaté, vous remerciez Dieu, c'est bon. Vous remerciez le professeur, tout le corps dont le directoire de l'École nationale des travaux publics. Vous avez laissé le docteur Tuta qui vous permet, via l'École nationale des travaux publics du Burkina, de vous former. Vous remerciez
et tout le reste. Donc, il faut régler ça. Tu dois remercier le docteur avant tout le reste. Donc, il faut rectifier ça. Et à la page 12. Oui, à la page 12. Petit b, le MINDAF et ses organisations sous tutelle. Vous voyez où il y a le problème? Le MINDAF. Non, j'y suis, monsieur, je suis à la page 12. Voilà, donc c'est pas le MINDAF. On est d'accord? Hein, monsieur Nia? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Il faut rectifier, c'est pas le MINDAF. Tu ne peux pas être géomètre topographe et tu ne maîtrises pas le ministère, ton futur employeur, ou bien le ministère qui va te permettre de faire du boulot. À la page, je vais d'abord faire sur la forme là, à la page 41 là, tu as vu la page? Va à la page. Oui, monsieur. Oui. Est-ce que je veux savoir, vraiment, ton travail, c'est un travail, tu as travaillé sur tu dis apport des systèmes d'information géographique dans la cartographie des emprises routières, cas de la commune de Bangandé. Quand nous rendons à la figure 23, est-ce que vous pouvez me savoir, je veux voir si c'est vous qui avez fait vraiment ce travail, parce que quand je regarde la carte finale, est-ce que vous pouvez me dire de manière synthétisée comment vous avez fait pour arriver à cette carte, à la cartographie là? Dites-moi essentiellement ce que vous avez fait. Merci, monsieur le jury, pour cette question. Cette carte, bon, je préfère aller l'exploiter en annexe. Aux annexes? Oui, à l'annexe. Oui, en annexe, comme j'ai mis la carte, le titre de la carte, c'est cartographie des bâtiments compris dans une emprise de 10 mètres des routes du quartier 1 dans la commune de Bangandé. Pour arriver à cette carte, j'ai utilisé mon GPS, comme je l'ai si bien dit au départ, ce qui m'a permis de prendre les données, c'est-à-dire les données géographiques, les données en temps réel. J'ai donc, avec l'aide du chef de quartier, parcouru la zone qui est celle du quartier 1, enregistré ces zones dans mon GPS, que je l'ai importé dans mon logiciel Google Earth professionnel. Après importation, j'ai donc transféré les données par QGIS, que je les ai converties en données UTM. À partir de ces données, j'ai donc appelé tous les bâtiments qui se trouvaient dans la zone de travail et les routes, puisque c'est ces éléments qui m'ont permis de monter ma carte. Je ne sais pas si... Et les éléments, vous avez dit, les routes, vous les avez eu comment? Les routes, comme au départ, les éléments qui étaient présents dans les données OpenStreetMap sont les lignes, les polylignes, les points. Donc, je dois importer. Les routes se représentent dans les données OpenStreetMap comme les lignes ou les polylignes. Oui, monsieur. Et les bâtiments comme en polyligne et points. C'est avec ces données que j'ai extrait ces routes et les bâtiments. Ok. Merci. Bon, je peux vous demander une dernière question. Au niveau de votre... vous devez, quand vous avez fait un chapitre matériel et méthode, vraiment, vous n'avez pas pris du temps pour expliquer de manière succincte comment vous avez fait votre approche. C'est quand vous faites la présentation, quand on lit le rapport, on ne retrouve pas tout ce que vous expliquez de manière orale là. Il faut faire l'effort de le mettre dans le rapport. Et la bibliographie, il faut revoir la bibliographie. Alors, il faut revoir la bibliographie. Et même ta conclusion, vraiment, il faut retravailler la conclusion. Vraiment, ta conclusion, on ne sait pas si quand on lit ta conclusion, vraiment,
une conclusion sur la conclusion une conclusion, c'est une manière, tu conclus le travail que tu as fait. Quand tu es allé dans tous les sens au niveau de la conclusion là, donc il faut revoir. Il faut revoir cette conclusion. Elle est longue. Donc il faut voir comment tu dois réduire. C'est suivi? Oui, jury, président, oui, jury. Bon, je vais remettre la parole au président du jury. Je pourrais revenir au cours des échanges. Merci, Monsieur le Président. D'accord, merci bien, Monsieur Ndiké. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques qui ont été posées? Non? Pour l'essentiel, ce sont des remarques, des recommandations pour améliorer le document, c'est ça? Hein? Oui, je reviendrai, Monsieur le Président. Il y a certaines questions directement. Comment il a pu obtenir, je crois, la carte, comment il a réussi à la déterminer, c'est ça? Oui, docteur. Est-ce que sa réponse vous a convaincu? Bon, sa réponse est exactement, je voulais savoir parce que... La réponse est convaincante? Oui, quand on regarde la carte finale qu'il propose, parce que j'ai d'abord commencé par observer les cartes qu'il a proposées, le plan d'occupation du sol, qui n'est pas une carte qui vient de lui. Bon, c'est quand j'observe qui ne vient pas sûrement de lui, quand j'observe la cartographie des bâtiments, je me demande par rapport, je voulais voir s'il a pu, à partir des données qu'il obtient d'OpenStreetMap, comment il fait pour avoir les routes et les bâtiments. Il a essayé d'expliquer et la réponse était convaincante. Donc, pendant les échanges, on va voir avec les interventions des autres membres du jury si d'autres questions peuvent revenir. Mais la question, elle est satisfaisante par rapport au cadre parce que quand on regarde le problème de l'évolution du bâti dans nos communes avec la décentralisation, régulièrement, les gens construisent de manière anarchique et la commune a souvent des difficultés pour apporter des solutions, savoir quels sont les bâtiments qui se trouvent dans les emprises routières. Parce qu'à l'annexe, il y a un arrêté du ministre qui essaye de délimiter, d'organiser et régulariser ce problème des emprises. Mais avec le fait que les communes ne suivent pas directement les constructions, les gens construisent et se retrouvent en train de bâtir sur les emprises. Donc, voilà un peu ce que j'ai pu observer pour le moment, docteur. Ok. D'accord. Bien, donc on va, sans transition, donner la parole à Dr Compaoré. Ok, merci, Monsieur le Président du jury. Avant de commencer, là, moi j'ai une question. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Bon, tu as déterminé les bâtiments qui sont situés sur les emprises. Ça, c'est sur le plan. Mais est-ce que tu es allé sur le terrain pour vérifier, voir est-ce que c'est conforme à la réalité sur le terrain? Oui, merci, monsieur le jury, de me poser cette question. Tout à l'heure, j'ai dit comme difficulté rencontrée sur le terrain, la cible sur le terrain, après obtention de ces cartes et matérialisation des bâtiments qui sont compris sur l'emprise de 10 mètres, la cible était de recenser ces bâtiments, les occupants de ces bâtiments. J'ai posé une question précise. Vous avez utilisé les outils pour trouver les bâtiments qui sont situés dans les zones d'emprise. Maintenant, la question que je me pose, est-ce que vous avez confronté ça sur le terrain pour voir est-ce que vous avez les données là, les informations, les résultats que vous avez obtenus à travers le logiciel, est-ce que c'est conforme à ce qui se trouve sur le terrain? C'est une question, c'est oui ou c'est non? Oui, docteur. Donc, vous êtes allé sur le terrain, vous avez vérifié que c'est conforme, que le plan que vous avez élaboré, c'est conforme à la réalité sur le terrain. C'est ça? Oui, docteur. Mais ce que je ne comprends pas, le quartier 1, il est loti ou il n'est pas loti? Le quartier 1, au préalable, a un plan de lotissement. Mais s'il y a un plan de lotissement et que chacun connaisse sa parcelle, comment se fait-il que les gens construisent en dehors de leur parcelle?
Justement, docteur, étant bien donné que chacun connaît sa parcelle, déjà, il y a une loi qui régit. C'est de savoir on ne peut bâtir que sur 0,7%, en pourcentage de sur 70% de sa totalité de sa parcelle. C'est-à-dire si quelqu'un possède 1000 mètres carrés, il ne peut bâtir que sur 700 mètres carrés. Mais sur le terrain, nous constatons que ceux qui peut-être ont des superficies de 1000 mètres carrés, ils occupent tous ces 1000 mètres carrés. C'est-à-dire ils ne laissent pas les zones pour évacuation des eaux souillées et autres. Raison pour laquelle nous observons dans ce gâchis et ce remue-ménage sur le terrain. Tu n'as pas compris ma question. La zone, elle est lotie. Chacun connaît les limites de ses parcelles. Oui, donc. Avec des bornes. Comment se fait-il que malgré tout ça, les gens continuent à construire en dehors de leur parcelle? Docteur, ils construisent en dehors de leur parcelle puisqu'ils ne respectent pas le plan d'aménagement, ils ne respectent pas le plan de lotissement de la ville. Donc pendant ce temps, la mairie ne fait rien, on laisse les gens construire n'importe comment. Justement, docteur, c'est pour cette raison que dans les recommandations, je demande à la mairie de mettre sur pied un service qui va veiller au respect de ces normes de qualité en fonction de la réglementation en vigueur. Au Cameroun, il n'y a pas de permis de construire. Avant de construire, là, le propriétaire doit avoir un permis de construire, oui ou non? Oui, avant de construire, le propriétaire doit avoir un permis de construire, docteur. Donc, même malgré avec le permis de construire, les gens font de n'importe quoi. Non, ici, les gens, mais ils s'enquêtent à construire sans demander de permis pour la plupart des occupants des maisons. D'accord, bon, je vais revenir maintenant à ta présentation de ce matin. J'ai trouvé que les diapos sont surchargés. La prochaine fois, les diapos sont surchargés. Il faut aller rapidement au plan de ton mémoire, là. Le plan. Diapo sur le plan de ta présentation. Pardon, docteur. Le plan de ta présentation, la diapositive. C'est ça, docteur. Oui. Oui, docteur. Ok, je vois plan. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Ça, c'est. La présentation, c'est différent du mémoire. Tu n'as pas dit de venir lire le mémoire. Ce plan-là, ça suit la configuration de ton mémoire. Donc, dans un plan de présentation, on ne parle pas de chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. D'accord, docteur. Voilà, c'est différent du mémoire. Puisque tu as fait le mémoire, nous, on a le mémoire. On te dit, fais-nous la synthèse de ton mémoire. Donc, tu n'as pas dit de venir lire le mémoire. OK? On va aller au résumé. J'ai trouvé que ton résumé, là, il faut faire ressortir surtout les principaux résultats. Ça ne ressort pas de façon claire. Le résumé, c'est noté? C'est noté. À la page 2, dis-moi, quel est l'objectif global de ton mémoire? Quel est l'objectif global? Oui, docteur. L'objectif global de notre mémoire ici est de déterminer les bâtiments compris dans une emprise de 10 mètres, plus précisément dans le quartier 1 de la commune de Banganté. Est-ce que c'est ce qui est écrit dans le mémoire? Parce que ici, quand je regarde ton objectif là, dans le mémoire, là, dans la page 2, je trouve qu'il est trop long. Il n'est pas clair et puis il n'est pas précis. Ensuite, un mémoire doit avoir toujours un seul objectif global, pas deux.
C'est suivi, docteur. C'est-à-dire de connaître le sens de la causalité entre l'aménagement du territoire et la croissance. Ça aussi, c'est notre objectif. C'est deux objectifs globaux que tu as. Si tu as deux objectifs globaux, ça veut dire que c'est deux mémoires. Un mémoire doit avoir un seul objectif global. D'accord, docteur. Ensuite, bon, les objectifs spécifiques, la méthodologie. Bon, on ne le voit pas de façon claire dans votre introduction générale. Ça veut dire après l'objectif global, il faut définir les objectifs spécifiques, la méthodologie. Et tout ça, c'est au niveau de l'introduction générale. OK? D'accord, docteur. Si on va à la page 4, présentation de la zone d'étude. Vous écrivez, cette commune compte une population de 200 000 habitants. Bon, attention aux fautes. Vous avez vu la partie, non? C'est quelle page? Page 4, présentation de la zone d'étude. La fin du premier paragraphe. Vous dites que cette commune compte une population de 200 000 habitants. Vous avez vu, non? Page 4. Oui, docteur. Bon, donc attention aux fautes. C'est population, non? C'est population, mais c'est pollution. C'est population, docteur. Voilà, donc il faut faire attention aux fautes. D'accord, je vais rectifier, docteur. Page 15. Page 15. Les enjeux politiques et de pouvoir. Tu as vu la partie? Page 15. Oui, docteur. Les enjeux politiques et de pouvoir. Est-ce que tu peux m'expliquer ce paragraphe? Je l'ai lu, je n'ai pas compris. Est-ce que tu peux m'expliquer ce paragraphe-là? D'abord, la planification urbaine présente des enjeux politiques et de pouvoir. La volonté de décentraliser peut être perçue comme porteuse d'un risque de fragilisation. Est-ce que tu peux m'expliquer? Je ne me suis pas encore retrouvé, docteur. Page 15. Oui, Page docteur. 15. Au début, c'est écrit les enjeux de la planification urbaine. Le petit a, les enjeux politiques et de pouvoir. Il y a ce paragraphe. Est-ce que tu peux m'expliquer en français facile ce que tu voulais dire par là? Bon, dans cette partie, ce que je veux ici dire, ce que nous voulons ici dire, c'est expliquer la réalité sur le terrain dans nos communes. Nous constatons ici chez nous que certaines communes se développent en fonction de la force politique qui existe sur le terrain. Bon, si par exemple, nous avons des communes qui n'ont pas des acteurs politiques très actifs au pays, nous allons constater que la commune... Non, mais ce n'est pas ce qui est écrit ici. Pas parce qu'ici, vous parlez de la décentralisation. Vous dites, en multipliant les centres de décision, la décentralisation pourrait également rendre plus difficile la conduite de politiques sectorielles cohérentes. Ça veut dire, vous portez un jugement sur la décentralisation. C'est ça, justement, docteur. Plus que pour vous, est-ce que la décentralisation, c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Non, moi, pour nous, nous pouvons dire que la décentralisation est une bonne chose. Puisque si le pays est décentralisé, chaque commune pourra se développer. Mais malheureusement, c'est pas ce qui est écrit. Ce qui est écrit, ça veut dire que la décentralisation n'est pas une bonne chose. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes par rapport à... Voilà. Bon, donc, il faut revoir cette partie. Hein. Page 16, la conclusion. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette conclusion-là. Partielle, la conclusion partielle. Ça n'a rien à voir avec ce qui est au-dessus. Tu parles de la stratégie mise en œuvre pour l'extension du linéaire du réseau routier pertinente. Alors que tout en haut, là, tu n'as jamais parlé de ça. Donc, il faut noter la conclusion partielle n'a rien à voir avec ce qui est au-dessus. D'accord. Alors que la conclusion partielle là, doit refléter ce qui est écrit au-dessus. Page 17. Si je comprends bien, vous avez écrit que vous avez commencé votre mémoire en 2018. C'est ça, hein? Page 17.
Il y a un truc sur le terrain. Voilà. Si je comprends bien, vous avez commencé votre mémoire en 2018, premier semestre 2018, c'est ça? Oui, docteur, puisque j'avais, avec l'observation, avec ce qui se passait dans la commune, nous commençons déjà à réfléchir sur quoi nous devons travailler à la fin de nos études. D'accord. Comment vous avez déterminé les zones à risque de glissement de terrain? Puisque vous parlez de zones à risque de glissement de terrain. Comment vous avez déterminé ces zones-là? Oui, docteur, j'ai fait allusion au glissement de terrain qui s'est passé dans la région de l'Ouest, plus précisément dans la MIFI, c'est-à-dire à Bafoussam. Non, écoutez-moi. Vous dites que, dans ce paragraphe, vous dites que, par ailleurs, au cours de cette phase-là, ça veut dire c'est à Baganté, quartier 1, ont été localisées de façon précise au GPS toutes les zones à risque de glissement de terrain. C'est vous qui avez écrit. La zone à risque qui est présente au quartier 1, il y a un lac. Il y a juste un lac au niveau du quartier 1. Oui, mais c'est vous qui avez écrit qu'au cours de cette phase-là, ça veut dire votre campagne d'inspection, vous avez localisé de façon précise au GPS toutes les zones à risque de glissement de terrain et à risque technologique de la commune. C'est vous qui avez écrit. C'est ça, non? Oui, docteur. Maintenant, je demande comment vous avez déterminé ces zones à risque de glissement de terrain. C'est vous qui avez écrit, que vous avez fait. Justement, comme je l'ai dit, c'est à partir d'un GPS, puisque le lac qui est présent au niveau du quartier 1 est une zone à risque avec des éventuelles inondations, puisqu'il n'y a pas une voie d'évacuation de ces eaux. Maintenant, où est le plan qui matérialise, qui montre de façon précise les zones à risque d'inondation dans le quartier 1 à Baganté? C'est quel plan? Docteur, compte tenu du fait que notre étude était basée sur les emprises routières, je n'ai pas pensé à élaborer un plan pour matérialiser cette zone à risque au niveau du quartier. Voilà, donc il faut l'enlever alors. Il faut l'enlever. D'accord, docteur. Pour le chapitre 2, je suppose que vous avez utilisé pas mal de logiciels, c'est ça, hein? Je suppose que vous disposez des licences de tous ces logiciels-là. Au chapitre 2, j'ai listé les différents logiciels qui pouvaient nous permettre de... J'ai posé une question précise. Je demande tous les logiciels que vous avez utilisés, est-ce que vous disposez des licences? C'est oui ou c'est non? Non, non, docteur. Vous n'avez pas toutes les licences? Non, docteur. Et là, ça pose un problème, hein, parce que pour un travail académique, vous ne pouvez pas utiliser un logiciel qui ne dispose pas de licence. Parce que vous ne pouvez pas garantir la fiabilité des résultats. Ça, on vous conseille toujours de faire attention. Ça, c'est un travail académique, c'est pour avoir un diplôme. OK, on va aller finalement, bon, on va terminer par la conclusion, page 47. J'y suis, docteur. Vous dites au terme de notre analyse, je lis, hein, il est question de mettre en exergue la relation entre l'aménagement du territoire et la croissance urbaine d'une part, et d'autre part, le sens de cette relation. Bon. Alors que vous vous êtes fixé objectif, c'est déterminer les bâtiments qui sont dans les zones d'emprise des routes. Alors, ici, vous parlez de relation entre l'aménagement du territoire et la croissance urbaine. Ensuite, il dit, nous avons vu aussi bien dans notre analyse théorique que dans notre analyse empirique que l'aménagement du territoire influence positivement la croissance économique. Est-ce que c'était ça l'objet de votre mémoire? Non, docteur. Ici, oui. J'ai voulu conclure d'une manière générale, docteur, puisque nous pouvons constater que ce qui se passe au niveau de la commune de Baganté est également vrai pour tout le reste du Cameroun. Oui, mais malheureusement, tu ne l'as pas démontré dans ton mémoire. Quand on parle d'une conclusion, c'est par rapport au travail qu'on a fait. Ça n'a rien à voir avec ton mémoire. Donc, il faut l'enlever.
La conclusion, c'est par rapport à le travail que tu as fait. Tu es en train de conclure, c'est par rapport au travail que tu as fait. Dis-moi exactement, quel est le travail que tu as eu à faire? Quel est le travail que tu as eu à faire? Le travail qui nous a été demandé dans le thème de notre mémoire était de les bâtiments. C'est une cartographie qui détermine les bâtiments faisant. C'est les bâtiments qui sont situés dans les zones d'emprise des routes. C'est ça que l'objectif que tu t'es fixé. Donc tous les autres, là, ça n'a rien à voir avec ton travail. D'accord, docteur. Tu ne l'as pas développé, donc il faut l'enlever. Bon, monsieur le président du jury, j'ai fini avec mes observations. Moi, est-ce que les candidats... Merci bien, docteur Compaoré. Monsieur Iya, vous avez noté, hein, vous avez bien noté toutes les remarques du docteur Compaoré, hein? Oui, j'ai noté, docteur. Bon, le temps qui nous était imparti, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Très rapidement, je constate déjà lors de votre présentation qu'il y avait beaucoup de fautes quand même, hein? Donc c'est un peu à l'image aussi de votre document, hein? À chaque fois, à chaque deux phrases, on rencontre des fautes suffisamment grossières. Donc il faut revoir vraiment à ce niveau. Et je crois que le docteur Compaoré l'a dit, il a manqué hein, de façon explicite la définition de tes objectifs spécifiques. D'accord? Donc je crois qu'il t'a posé la question sur quel était ton objectif global. Hein? Donc tu as posé la question parce que tu ne l'as pas clairement fait ressortir. D'accord? Donc il faut revoir ça au niveau de ton introduction. OK? Bon, j'avais des questions, mais je vais laisser certaines de ces questions pour te poser. Alors, tu as parlé de zone tampon. Est-ce que tu peux j'ai pas bien compris quand tu parlais de zone tampon d'une polyligne. Est-ce que tu peux revenir là-dessus, s'il te plaît? Bien, ça c'est au niveau de ta présentation. Et puis, dans tes recommandations, elles ne sont pas très explicites. D'accord? Quand on fait une recommandation, elle doit être explicite. Elle doit être adressée à une personne morale. D'accord? Hein? S'il y a nécessité, bien entendu, d'y associer, par exemple, un coût, parce que quelquefois, il y a des recommandations quand même qui sont difficiles à mettre en œuvre, d'accord? Donc, il faut revoir à ce niveau pour rendre un peu plus explicite. Et dans ta conclusion, je crois que la dernière phrase ressemble beaucoup plus à une recommandation, où tu demandes à l'État je me rappelle de ce que tu as dit au niveau de la conclusion, c'est dans ta présentation. Hein? Bon, je ne vais pas te demander de présenter, ça va nous prendre du temps, mais il faut revoir tout ça et puis ramener tout ce qui est recommandation avant de conclure. Bon, ça c'était au niveau de la présentation, donc les uns et les autres se sont prononcés là-dessus. Je ne vais plus revenir sur les éléments qui concernent donc ces aspects des choses-là. Donc, je t'ai posé une question. Alors, j'ai trouvé qu'il manquait aussi au niveau du chapitre 2, notamment, sur le matériel et méthode. Tu n'as pas décrit le processus d'échantillonnage. Hein? Ce serait bien que tu décrives, puisque tu as fait une enquête, c'est ça? C'est ça, docteur. Tu as décrit la façon dont tu as procédé pour pouvoir justement... par exemple, échantillonner la taille de l'échantillon, la procédure, tout ça. Donc, c'est bien de décrire hein, la procédure d'échantillonnage donc au niveau du chapitre 2. D'accord? Ça permettra d'apprécier un peu la fiabilité de tes résultats. Parce que tu vas nous présenter des résultats que tu as obtenus sur la base d'une enquête qui n'a concerné que 2 ou 3 personnes. Bon, comprenez que ça ne peut pas être représentatif. D'accord? Hein? Voilà, donc il faut décrire cette partie aussi dans le chapitre 2, d'accord? Voilà. Alors, c'est quoi une ville nouvelle? Ça, c'est la deuxième question que je te pose, puisque tu as parlé de ville nouvelle dans ton document. Est-ce que tu peux me répondre à cette question? Bon, j'avais aussi une préoccupation sur la construction anarchique là. Bon, je trouve qu'il y avait un problème. S'il y a des procédures de logistique, malgré tout, les gens construisent n'importe comment, bon, ça pose un problème. Alors,
de ton point de vue, bon, je crois que cette question t'avait été posée. Bon, moi, j'avais institué la question comme ça, la construction anarchique et l'occupation, la construction, oui, anarchique et oui, la construction et l'occupation anarchique, par exemple, des espaces ne sont-elles pas liées à une mauvaise politique d'urbanisation? Est-ce que tu as pu passer au peigne fin la politique d'urbanisation de Cameroun? Est-ce qu'elle n'est pas sujette aussi à caution, cette politique-là? Pardon, docteur. Voilà, c'est la troisième question. Très rapidement, il faut répondre et puis on va te libérer. Je n'ai pas cerné la troisième question, docteur. Non, je demandais si tu as pu jeter un coup d'œil sur la politique d'urbanisation de ton pays. Merci, Président, de me poser ces questions. Est-ce qu'elle te paraît objectivement conforme, bien sûr, à l'idéal que le Cameroun s'est fixé? Est-ce qu'elle n'a peut-être pas des incidences sur ce que tu observes, par exemple, en lien avec l'occupation anarchique, par exemple, des espaces? Merci, Président du jury. À partir des lois qui régissent de l'occupation et de l'aménagement du territoire au Cameroun, nous pouvons dire avec certitude que la Constitution est bel et bien régie par des lois. Mais puisque l'autorité camerounaise ne veille pas à mener cette action sur le terrain, les populations occupent, comme je l'ai dit, de façon non réglementaire au sol. C'est-à-dire qu'ils font les bâtisses qui ne respectent pas les normes industrielles ou les normes d'architecture prévues par la réglementation au préalable. Ça, c'est la troisième question. Vous avez aussi demandé, président du jury, à savoir ce que c'est qu'une zone tampon. Comme j'ai défini la zone tampon tout à l'heure, c'est une surface... J'ai dit tampon d'une polyligne, plutôt. Oui, polyligne qui peut être une route ou un cours d'eau. Puisque dans les données OpenStreetMap, les polylignes peuvent être les routes ou les cours. Il y a des petits soucis techniques. Pardon, docteur. Les polylignes peuvent être les routes ou les cours d'eau. Il est donc à noter, il est important de savoir que chaque cours d'eau a une emprise de sécurité. Et donc, c'est cette emprise que nous appelons les zones tampons des polylignes et des lignes. Oui, docteur. Alors, la troisième question, vous avez demandé ce que c'est qu'une ville nouvelle. Bon, vu l'évolution du monde actuel, ville nouvelle, comme nous l'entendons, est une ville qui respecte les normes d'implantation, c'est-à-dire l'architecture, une ville qui s'implante dans le respect de la gestion géographique du territoire, la gestion topographique et la gestion topométrique du territoire. C'est ça la ville nouvelle, docteur. J'ai eu du mal, il y a des petits soucis techniques apparemment. Pardon, docteur. Il y a des petits soucis techniques, j'ai eu du mal à saisir ce que vous avez dit. Il y a des petits soucis. Bon, écoute. Oui, je disais tantôt. J'ai une dernière observation. Il faut que tu mettes l'accent. C'est vrai, il y a le constat qui est là, occupation anarchique. Mais il faut que tu insistes aussi sur les solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour régler ce problème? C'est très important. Parce que le travail, il sera complet si on fait le constat et qu'on propose des solutions. Au niveau des solutions, il n'y en a pas. Parce qu'il y a un problème de désordre. C'est clair, il y a les lois. Mais on n'applique pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord? D'accord, docteur. Bien. Donc, bon, on va essayer de couper le contact avec la salle de soutenance.
Je ne sais pas, est-ce que l'informaticien est là, monsieur? D'accord. Est-ce qu'il peut créer le contact avec la salle de soutenance? Et puis, il va rester les membres du jury donc, qui vont se concerter pour pouvoir. Ok, apparemment c'est bon. Ah, ok. Seulement, je ne vois aucun membre du jury. Je ne sais pas si vous... Bon, moi, je te vois bien. Hein. Peut-être c'est la connexion à ton niveau. Moi-même, docteur, je vois bien. Est-ce que M. Ndjike nous entend? Est-ce qu'il nous voit également? Je vous entends bien, docteur, je vous entends bien. Bon, écoutez, on va proposer une note consensuelle. On va attribuer. Oui, docteur. Ok, monsieur. Je ne te vois pas, mais ce n'est pas grave. Alors, les membres du jury donc, se sont concertés donc, sur le travail, sur la base du document physique ou numérique que vous nous avez transmis. Et puis, nous avons également tenu compte de votre présentation orale et de votre capacité à répondre aux différentes questions des membres du jury. Alors, pour l'essentiel, les membres du jury ont trouvé qu'il y a du compte. Il y a en tout cas le sujet intéressant, c'est un sujet d'actualité. En tout cas, il y a pas mal de choses que tu as pu faire, mais il reste qu'il faut revoir un peu certains éléments, d'accord, et rendre le document plus consistant. Alors, l'autre observation aussi, c'est qu'il y a pas mal de fautes dans un document. Pour un niveau 5, ce n'est pas intéressant, d'accord. Donc, tout ça, naturellement, a milité un peu en défaveur en mode défaveur, entre guillemets, d'accord? Bon, malgré tout, les membres du jury, en tout cas, estiment que le document est recevable, hein, moyennant bien sûr la prise en compte des recommandations que les membres du jury t'ont formulées. Et donc, les membres du jury te donnent la note 15 sur 20 pour la soutenance. Bien, à l'écrit, tu avais obtenu la note de 13,20. Alors, ce qui correspond, si on prend 13,20 plus 15 divisé par 2, ça te donne une moyenne générale de 14,10. Bien, sur la base de cette moyenne générale, tu es déclaré définitivement admis à l'issue des épreuves écrites et pratiques de l'examen du diplôme de l'ingénieur de conception en topographie, option géomètre topographe, avec la mention bien. Merci, docteur. Monsieur Nia? Oui, docteur. C'est bon? Merci, je vous remercie, Okay. docteur. Bien, est-ce que le prochain peut se mettre en place? Je sais qu'on papa.